Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Manon Massé, députée et co-porte-parole dans Sainte-Marie-Saint-Jacques de Québec solidaire. Bienvenue. Oui, merci. Bonjour, Oui. Louise. Merci de venir à mon entrevue aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Oui. Oui. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre enfance, où vous viviez. Bien, moi, je suis née en Estrie, dans les cantons de l'Est, dans un petit village qui s'appelle Windsor, Québec. OK. Et j'y ai habité jusqu'à l'âge de 7 ans et demi. Oui. Parce que mes parents, voyant que le travail, ils n'avaient pas assez pour faire vivre la famille, bien, ils ont migré vers la rive sud de Montréal. Ah bon, OK. Alors donc, là, c'est mon adolescence que j'ai faite sur la rive sud de Montréal. Oui. Et depuis que je suis adulte, ben, je vis à Montréal. Ah bon. Est-ce que dans la famille chez vous, est-ce que vous avez des frères, des sœurs? Alors, oui. Oui. J'ai une grande sœur, Oui. un grand frère, Oui. et je suis le bébé. Ah, le bébé. Fait Je que suis vous le êtes bébé de la 3. famille. OK, Sur vous êtes 3. 3. OK. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que vous viviez à la campagne, là, à Windsor. Je ne savais pas qu'il y avait un Windsor. Québec, là, hein? à Québec. Oui, Je pensais à effectivement. Windsor, Ontario, mais c'est ça. Windsor, Québec, en fait, c'est à peu près à 20 km de Sherbrooke, Oui, OK. entre Sherbrooke et Richmond. C'est un Oui. beau petit village en flanc de montagne. C'est beau, oui. Je suis une femme de nature, une Oui. femme qui aime le bois. Oui. Je pense que ça me vient beaucoup de ces Oui. moments de ma vie où j'étais, hiver comme été, j'étais toujours entourée de bois, je jouais toujours dehors. Oui. L'été, on allait pas très loin de là, à un chalet tout l'été avec ma tante. Donc, je passais mon été sur le bord de l'eau à me baigner. Je suis un vrai poisson, j'adore me baigner. Oui, fait que c'est là que ça vient, le goût de la nature, de l'enfance. Puis à l'adolescence, vous étiez sur la rive sud. Oui, Oui. à Boucherville. Donc, Boucherville, mon OK. père s'est trouvé un emploi à Montréal, mais ma mère ne voulait pas aller vivre à Montréal. Ah, OK. Parce qu'elle avait peur de cette grande ville. Oui. Et donc, mon père a trouvé le compromis en disant, bien, c'est parfait, on va aller vivre sur la rive sud, puis je traverserai le pont à tous les jours. Oui. Alors donc, à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, je suis allée à l'école publique, à la polyvalente de ma ville, qui s'appelle la polyvalente de Mortagne, d'ailleurs qui fête son 50e anniversaire cette année. OK. Et voilà, ma vie tournait autour de l'école, du sport. J'étais une fille très engagée dans le sport, dans la pastorale sociale aussi. Oui. J'ai été longtemps impliquée à la pastorale de mon école secondaire. Ah oui, au secondaire, oui. Oui, 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 oui. J'aimais beaucoup ce qui se passait là. Parler du sens de la vie, l'engagement social, l'injustice sociale. Oui. Je pense que ça me vient un petit peu de là, mon sens de la justice. Oui, c'est de là que ça vient, d'accord. Puis, j'ai entendu dire que vous aviez fait des études en théologie. Qu'est-ce que c'est au juste que la théologie? Bien, c'est une excellente question. La théologie, c'est l'étude de la religion. OK. Et moi, j'ai fait mon presque bac, là, parce que finalement, je n'ai pas terminé mon bac, mais j'ai fait des crédits dans ce qu'on appelle la théologie catholique. OK. Donc, moi, ce que j'ai étudié de façon particulière, c'est la religion catholique. OK. Ouais. Mais ça englobe toutes les religions? Non, c'était vraiment axé sur la religion catholique. Okay. D'ailleurs, c'était à l'Université de Montréal et ça formait les prêtres catholiques. Ah bon, d'accord. Ouais. C'est sûr que comme lesbienne, quand je suis arrivée là, ça a brassé un petit peu la cage là aussi. Oui. Mais je dirais, mon attrait, ce que vraiment j'aimais là-dedans, c'est la question de l'histoire. Oui. Mes parents étaient très, très pratiquants. Alors, je venais un peu de cette culture-là, comme plusieurs personnes de mon âge, d'ailleurs. Oui. Et donc, quand j'ai mis les pieds à la faculté, j'ai d'une
d'une part, on étudie. Fait que j'ai Oui. étudié les évangiles. Là, je me suis rendu compte que des fois, l'interprétation qu'en faisaient les prêtres en Oui. chair, c'était des interprétations un peu Oui. libres, disons. Oui. Et comme je l'ai déjà dit dans quelques articles, à ce moment-là, j'aurais aimé, dans ma vie, être curé. Ah, OK. Moi aussi, c'était permis pour les femmes, mais là, La c'est porte ça. était fermée. C'était fermé. C'était complètement fermé. C'est ça. Mais quand je regarde le Oui. métier que j'ai fait durant toute ma vie, c'était proche. Dans le fond, Oui. tu sais, moi, j'ai été organisatrice communautaire durant 40 ans. Oui. Donc, c'était ça, m'occuper de la communauté, m'assurer Oui. que tout le monde voit leurs droits respectés, m'assurer que les injustices soient dénoncées, qu'il y ait Oui. plus d'égalité. Alors, j'ai l'impression que complètement par un autre chemin, Oui. j'ai fait ce qui me tirait par en avant quand j'ai décidé d'aller étudier en OK, théologie. je comprends, oui. Puis, dites-moi, dans le passé, est-ce que vous avez fait des voyages qui ont influencé votre choix de carrière dans l'avenir? Certains voyages. Je sais qu'il y a des voyages d'agrément, là, hein, quand on fait des voyages, mais d'autres voyages qui ont pu vous influencer dans le passé. Écoute, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas une grande voyageuse, mais j'ai marché beaucoup des bois et des montagnes québécoises. Ah, OK, oui. C'est au Québec que j'aime voyager. Oui, au Québec. Et je pense que donc plusieurs de ces voyages-là m'ont apporté de la sérénité, m'ont apporté de l'introspection, d'être capable de se regarder, moi je dis toujours d'avoir de l'air dans la tête. Tu sais, quand tu n'es pas occupé avec la télévision, avec la radio, avec les enfants, avec le conjoint ou la conjointe. C'est comme juste d'être là avec toi-même devant le fleuve ou devant une forêt. Pour moi, c'est au sommet d'une montagne et là, tu as une vision. Oui. Ça, pour moi, c'est pas que ça a changé ma vie, un voyage, mais constamment, ça a toujours été présent dans ma vie, ces voyages-là au Québec. OK. Puis on a tellement des belles régions dans le Québec. C'est magnifique, le Québec. C'est grand. C'est beau. C'est vrai, c'est vrai. Puis malheureusement, Louise, il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir découvrir parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens de transport et tout ça. Moi, je pense que si on avait un meilleur réseau de transport en commun, transport collectif qui fait que, pas juste à l'intérieur de Montréal, mais qu'on puisse aller, par exemple, visiter les Laurentides avec un train, mettons, mais pas un train qui coûte les yeux de la tête avec quelque chose d'accessible. Moi, c'est ça que moi et mon parti, on souhaite, c'est de rendre accessible le transport collectif. Et ça pourrait permettre d'aller visiter la région de l'Estrie. Vous pourriez venir voir mon village. Oui, pour aller voir Windsor. Windsor. Je ne savais même pas qu'il y avait un Windsor au Québec. Fait que je l'ai appris. Ça me fait plaisir de vous avoir appris ça, Louise. Oui. Puis dites-moi, dans les années antérieures, avant d'être en politique, de vous lancer en politique, à quels endroits vous avez travaillé? Alors, mon premier vrai travail, là, parce que j'ai travaillé comme étudiante, mais j'ai envie de parler de mes vrais jobs, entre guillemets. Comme jeune adulte, c'était au Comité social Centre-Sud. Ah oui? Vous avez été là? Okay. Oui, j'ai travaillé là pendant 5-6 ans. J'étais organisatrice communautaire et je travaillais avec le groupe que vous avez probablement déjà interviewé, le groupe Information alimentaire. Oui. Okay. J'étais responsable d'animer ce groupe-là, le groupe de couture aussi. Bref, j'ai fait de l'éducation populaire au Comité social Centre-Sud. Ah bon? C'est drôle de penser qu'aujourd'hui, je suis la députée du Centre-Sud, alors que mon premier travail, ça a été dans le Centre-Sud. Oui. Je pense que ça parle aussi de ma cohérence. Après ça, je travaillais dans Hochelaga Maisonneuve, au pavillon d'éducation communautaire. Au PEC? Au PEC. Oui, sur Pinneuf, je crois, là, auprès d'Ontario. Exactement. Oui, OK. Alors, je travaillais là, encore là, 5-6 ans.
Après ça, j'ai travaillé au YMCA Hochelaga-Maisonneuve, OK. toujours comme organisatrice communautaire. C'est vraiment ce que j'ai fait. Oui. Et finalement, est arrivée dans ma vie la Marche du Pain des Roses en 1995. Oui, je me souviens, oui. Où là, après la Marche du Pain des Roses, là, en 1996, je suis allée travailler à la Fédération des femmes du Québec Oui. avec Françoise David. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours travaillé dans le mouvement des femmes. Oui. Et mon dernier emploi, ça a été au Centre des femmes de Laval. De Laval, oui. Où, mon Dieu, travailler dans un centre de femmes, c'était... tu sais, si jamais vous venez l'idée de me demander quelle a été la job que j'ai le plus aimé dans ma vie, je vous dirais de loin de travailler au Centre des femmes. De Laval. Ouais. Parlant de centre de femmes, il y a beaucoup de gens qui pensent que des centres de femmes, que c'est des maisons d'hébergement pour les femmes violentées. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi un centre de femmes. Pouvez-vous en parler un peu maintenant? Bien, avec plaisir, d'autant Oui. plus qu'il y en a un tout près d'ici, des Tours, Oui. qui est le centre de femmes de ma circonscription. Mais globalement, à travers Oui. le Québec, il y a une centaine de centres de femmes qui sont des endroits... Je m'excuse, j'ai une petite toux. Donc, ce sont des lieux où on accueille toutes les femmes, peu importe ce qu'elles vivent, à quel moment de leur vie elles sont, quel âge elles sont, quelle religion elles ont, quelle orientation sexuelle elles ont. Pour nous, ce qui est important dans les centres de femmes, c'est de s'assurer que toutes les femmes se sentent bienvenues. Et ce qu'elles trouvent à l'intérieur du centre de femmes, c'est, bien sûr, si elle a besoin d'informations, de références. Justement, mettons qu'elle vit de la violence conjugale, bien, elle ne veut pas toujours aller vivre en maison d'hébergement. Elle peut, bon, elles ont toutes sortes de stratégies de survie. Alors, le centre de femmes est là pour soutenir, accompagner. Le propriétaire lui a envoyé une lettre, dit « Vous êtes à la porte demain matin. » Elles viennent là pour apprendre c'est quoi leurs droits, défendre leurs droits. C'est ça. Bon, etc., etc. Donc, un centre de femmes, mesdames, c'est un lieu pour toutes les femmes. Ce n'est surtout pas un lieu d'hébergement. C'est un lieu où il y a des activités de jour, parfois de soir, parfois de fin de semaine. Mais il n'y a personne qui couche là. Et les animatrices, les intervenantes qui sont là, sont des femmes comme vous et moi. Et qui sont là pour vous aider à cheminer dans ce que vous choisissez de faire. Vous dites, c'est la plus belle job que j'ai eue toute ma vie. Oui. Puis, pour revenir à la Fédération des femmes du Québec, vous avez fait quoi comme travail au juste là-bas? À la Fédération, j'ai été embauchée au début comme responsable du comité jeune, du comité lesbienne et du projet, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, du projet de la Marche mondiale des femmes. Oui, de l'an 2000. À l'an 2000, c'est ça. Alors, quand j'ai été embauchée en 96, c'était pour voir si on pouvait mettre ce projet-là sur pied. Aujourd'hui, avec le recul, on sait qu'on a pu le faire, puis on l'a très bien fait, puis maintenant, il y a une coordination mondiale de la Marche des femmes. Ça continue à se réaliser à travers la planète. On sait qu'on a réussi un bon coup au Québec. Oh que oui. Mais ça, c'était mon travail. Et très rapidement, quand le projet de la Marche mondiale a commencé à prendre de l'ampleur, je suis devenue la coordonnatrice générale de la Fédération des femmes du Québec. Ah bon? Jusqu'en 2002. Oui. Puis, c'est à partir de quelle date vous avez travaillé à Laval, au Centre de femmes? 2004. En 2004. De 2004 jusqu'à mon élection, donc 10 ans. Oui. Ça m'amène à vous poser la question, comment c'est fait pour vous la transition pour se lancer en politique? Comment c'est arrivé, ça? Bien, en fait, c'est un peu à cause de la Marche mondiale. OK. Parce qu'en 2000, pour faire une histoire courte, on demandait plusieurs revendications pour éliminer la pauvreté des femmes, éliminer la violence faite aux femmes, éliminer la discrimination envers les femmes. Oui. Alors, on avait au Québec une vingtaine de revendications et la seule réponse que nous a donnée à ce moment-là le gouvernement de M. Lucien Bouchard, ça a été une augmentation de 10 cents. Je me souviens du hein? salaire minimum à Exactement. l'époque. C'était une risée. C'était une risée. Vous avez le bon mot. Alors ça. moi, à ce moment-là, et j'en parle dans mon livre d'ailleurs, à ce moment-là, ce qui m'est venu, j'étais au téléphone
Et ce qui m'est venu, c'est, coudon, il va-tu falloir aller faire le job? Jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, je serais porte-parole d'un parti politique et que j'allais être au débat des chefs. Oh non! Mais j'étais tellement indignée, tellement. Les femmes du Québec avaient organisé les femmes de la planète entière pour améliorer les conditions de vie des femmes. Et notre propre gouvernement à nous, en l'an 2000, qui était au pouvoir déjà depuis quelques années, nous répond, ouais, on règle ça, on vous donne 10 cents d'augmentation du salaire minimum. J'étais outrée. Et à partir de ce moment-là, avec ma collègue Françoise David, d'autres personnes, François Saillant, qui est quelqu'un de très connu au niveau du logement social, Jean-Yves Desgagnés au niveau des personnes assistées sociales, Alexa Conradi au niveau de la Fédération des femmes du Québec. Bref, on s'est mis une gang et là, on s'est dit, ben oui, on met sur pied un parti politique qui va être résolument à gauche pour prendre soin du monde, prendre soin de la planète, prendre soin du bien commun. Et voilà. 12 ans plus tard, j'en suis la porte-parole. Puis vous deviez tellement être contente là, au moment où vous avez été élue. C'est en quelle année quand vous avez... 2014. En 2014, Le 7 avril 2014. Louise, vous avez raison, j'étais contente. Mais surtout que j'ai été élue avec 91 voix seulement. Oui, j'étais talonnée par la représentante du Parti libéral. Et 91 voix, ben ça donne chaud, on peut vous le dire. Mais ça n'enlève pas que c'est moi qui, depuis 4 ans, représente, je pense, correctement les gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques. En fait, ça va être aux gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques de décider si j'ai fait une bonne job à la prochaine élection. Ça s'en vient à grands pas. Au 1er octobre, il faut se préparer. On va être en élection. C'est ça, oui. Puis, je sais que vous vous intéressez à la situation des Autochtones. La culture autochtone, de tout ça. Est-ce que, à leur situation, est-ce que vous pouvez m'en parler? Écoutez, Louise, il faudrait que vous m'invitiez au moins pendant 12 émissions en ligne juste pour qu'on fasse un tour. C'est peut-être une idée pour éventuellement. Mais ça pourrait être aussi être intéressant de le faire avec une personne autochtone. Mais oui, moi, j'ai été extrêmement sensibilisée justement grâce à la Marche du pain et des roses, où j'ai fait la connaissance d'une femme autochtone qui a vécu les déboires, je dirais, de la loi des Indiens. Sa mère a été rejetée de sa communauté parce qu'elle a marié un non-autochtone. Elle a perdu ses droits comme autochtone. Bref, et là, tranquillement, j'ai appris à découvrir ce que nos ancêtres ont fait vivre aux Autochtones et ce que nous sommes en train, encore aujourd'hui, de leur faire vivre. On ne prend pas conscience de comment la loi sur les Indiens a des impacts sur chacune des personnes autochtones. En fait, ils sont considérés comme des mineurs jusqu'à la fin de leur jour. Donc, ça, là, c'est terrible là, quand tu n'as même pas le statut de personne majeure. C'est ça. Bon, puis je pourrais en parler longuement. Puis il y a toute la situation des femmes autochtones disparues, assassinées. Exactement. Puis on pense aux orphelinats aussi, à l'époque. La dernière orphelinat, je pense qu'il a fermé en 1996. Exactement. Puis toutes ces années antérieures-là, un peu partout à travers le Québec, c'était terrible. Ça a duré 100 ans, Louise. 100 ans où on kidnappait. Imaginez-vous ça, là, à la maison, là, où on rentre dans un village, on kidnappe tous les enfants. C'est ça. On les extrait de leur communauté et on les ramène à la fin de l'année d'après. Et on leur interdit de parler leur langue. On leur coupe les cheveux, ce qui est dans les cultures autochtones, les cheveux, c'est majeur. On divise les familles. Et là, quand vous parlez des écoles résidentielles, ce n'était pas des orphelinats, c'était vraiment des écoles où, on dirait des pensionnats résidentiels, où, bien sûr, on sait maintenant les sévices corporels, sexuels, etc. C'est terrible. Alors aujourd'hui, quand on a nos préjugés là, sur les Autochtones, c'est tous des Soulons, les Autochtones, ils ne payent pas de taxes. Bien, je pense qu'il faut dépasser ça et il faut se dire qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Et en dessous de ça, bien, il y a des générations, 100 ans
Tous les enfants autochtones du Québec ont été kidnappés de leur famille. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait comme impact, Oui. ça? Ouf, ça Oui, fait... Alors, oui. on a beaucoup de guérison à faire. Puis oui. moi, comme non-autochtone, je me sens une grande responsabilité d'apprendre mon histoire, de me mettre en dialogue avec ces gens-là, de déconstruire mes préjugés et surtout de lutter à côté de ces gens-là pour faire en sorte que il y ait qu'il y ait une réconciliation qui puisse se faire. Oui, puis une réparation. Une réparation. Puis, vous avez raison. Puis nous, on gagne à les côtoyer parce que ça nous met en contact avec la nature, avec leur culture. C'est un plus pour nous. Et leur philosophie de vie. Leur philosophie de vie. Puis là, je sais que vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Parler vrai ». Oui. Bon, justement, pouvez-vous m'en parler, nous en parler? Puis est-ce que c'est un livre qui parle aussi de votre parcours de vie? Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je vais le faire. Bien, j'en serais très honorée, Louise, si vous le lisiez. Oui, c'est exactement... En fait, ce n'est pas une biographie. OK. Mais ça puise dans mes expériences de vie pour... J'avais envie que le monde me connaisse, Louise. Oui. J'avais envie que le monde me connaisse parce que, oui, là, je vais être au débat des chefs, mais moi, ça fait pas 30 ans que je fais de la politique, là. Et je ne suis pas une vedette, là, moi, là. Je suis une fille du monde ordinaire, comme vous et moi. Oui. Et j'avais envie que les gens me connaissent plus intimement. Tu sais, un livre... Tu lis la page, tu n'aimes pas ça, tu fermes le livre, tu recommences 3 jours après, tu rentres, tu aimes ça, tu n'arrêtes pas de le lire, tu vas jusqu'au bout. C'est une relation intime, le livre. Oui, et moi, je voulais, par ce livre-là, un, que les gens me connaissent. Oui. 2, je voulais pouvoir parler sans filtre, c'est-à-dire pas le Manon fait un clip de 7 secondes pour passer aux nouvelles. Là. Tu sais, je voulais parler, j'étais une conteuse, moi, fait que je voulais compter. Oui. Et je voulais aussi et surtout que les gens qui pensent que les politiciens sont tous pareils, puis que c'est qui sont tous, ils viennent tous de la même classe, la même élite, le même monde, qui ne vivent pas les 2 pieds sur la terre, ou en tout cas pas sur la même terre que toi puis moi. Je voulais que le monde prenne conscience que non, en politique, il y en a du monde qui viennent du monde ordinaire, et j'en suis. Oui. Et donc, peut-être d'avoir... Tu sais, le monde qui a ça, la politique, je voulais qu'après qu'ils aient lu ce livre-là, ils se disent... Ah, bien, peut-être m'en regarder aller, elle. Elle n'a pas l'air comme les autres. Fait que oui, parcours de vie, ça vous explique ma philosophie, ça explique la philosophie de Québec solidaire aussi. Aussi, oui. Puis en quoi je pense que Québec solidaire peut être un parti qui va amener beaucoup de bien pour les gens qui sont toujours oubliés par les grands décideurs de notre société. Oui. Puis là aussi, je me demandais... Par rapport au quartier que vous représentez, pour vous, les enjeux, qu'est-ce que c'est? Ah ben, écoute, c'est tellement évident. Il y a un appauvrissement. Il y a un appauvrissement. En fait, on a un paradoxe. Il y a un appauvrissement, puis il y a tranquillement une gentrification qui est en train de se faire. Alors, donc, ça crée une pression énorme à la hausse sur les logements. Il y a un besoin criant encore, même s'il y a beaucoup de logements sociaux dans mon comté, même s'il y a des magnifiques projets comme les tours Frontenac. Je vous dirais qu'il y a un besoin criant parce que c'est rendu que dans le comté, un 3,5, bien, c'est rendu 600-700 $. C'est très cher, là. Ça n'a plus de bon sens, là. C'est ça. Alors, il y a beaucoup d'itinérance, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à un logement. Ça, c'est une grande préoccupation pour moi. Il y a une gentrification qu'il faut trouver une façon intelligente, bien sûr, de renouveler le parc. Tu sais, moi, je ne veux pas que, parce que tu es pauvre, tu vis dans un logement qui est mal chauffé, mal isolé, où il y a des trous, des souris, puis tout ça. Je ne veux pas ça. Mais en même temps, je ne veux pas, parce qu'on le rénove, bien que tu sois obligé d'aller vivre ailleurs, puis tu ne peux plus vivre là. Puis que les prix sont augmentés, des prix de fou, là. Exactement. Fait que ça, il faut agir là-dedans, c'est super important. Puis, et je pense qu'on s'applique plusieurs des élus, que ce soit moi au niveau du municipal, au niveau du fédéral, à travailler là-dedans. Je pense, tu sais, en matière de santé, il y a vraiment un travail à faire.
M. Barrett a imposé des choix qui ont des impacts sur les services directs à la population. C'est comme il a fait une grosse machine, là, mais sur le terrain, là, au CLSC, tu sais, gars, moi, là, en physiothérapie, j'attends parce qu'il manque de physiothérapeutes, mais il y en a qui ont besoin d'aller passer des tests, ils attendent dans le système public. C'est comme si tous les choix qui ont été faits par les gouvernements antérieurs poussent les gens à être obligés d'aller dans le privé. Oui, puis ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça. Moi, je trouve que la santé, c'est pas quelque chose que tu décides. Fait que ça devrait être ouvert à tout le monde. Fait que ça aussi, c'est un dossier de la proximité des services que je trouve que c'est un enjeu dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et c'est ça, bon, il y a la communauté LGBTQ qui est très importante dans ma circonscription, qui ont des enjeux et des défis spécifiques. Comment dire, le transport dans le sens de la mobilité. On a beaucoup de lignes d'autobus. Bon, bien, vous savez, ici dans le coin, la 125, c'est un défi. La 34, c'est un défi. Bon, alors je pense qu'il y a de l'amélioration, mais ça, c'est pas juste ici, c'est vraiment une vision globale. Où il faut que les gouvernements réinvestissent de façon importante parce que le transport collectif, c'est la santé, c'est la diminution des gaz à effet de serre, c'est rendre accessible pour tout le monde les déplacements. Puis, voilà, continuer le travail extraordinaire qui se fait au niveau de l'alimentation. Regardez, j'ai encore un bon mandat de 4 ans, je pense. Oui, on vous le souhaite. Dites-moi, Manon, j'aimerais savoir, moi, de vos goûts dans la vie de tous les jours, là, vos passions, vos intérêts. C'est quoi? Bien, moi, je suis une femme de plein air. Oui. Alors, moi, quand je suis à l'extérieur, je le disais un petit peu tantôt, que ce soit dans le bois, que ce soit sur le bord de l'eau, le fleuve Saint-Laurent. Bref, j'aime être à l'extérieur, ça me fait du bien, j'ai l'impression que ça me guérit d'une certaine façon. Fait que ça, pour moi, chaque occasion que j'ai de pouvoir aller me ressourcer, j'essaie de la prendre. Et c'est un peu entremêlé. J'aime ça aller, par exemple, en forêt et de faire une randonnée pédestre. Mais en même temps, je traîne un livre parce que j'aime beaucoup la poésie. Fait que je vais lire 2-3 poèmes, puis là, je repars. Et probablement que ma plus grande passion, si je fais, je suis rendue à 55 ans, si je fais un peu le regard derrière moi, je pense que ma plus grande passion, c'est la justice sociale. C'est vraiment ce qui, c'est mon moteur, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait qu'à tous les matins, je me lève et je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis ça me donne, ça me pousse par en avant. Je pense que c'est ça une passion, hein? C'est ça. C'est ça une passion. Alors, je pense que je suis une passionnée de justice. Bien, je vous remercie beaucoup, Manon, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait vraiment plaisir, Louise, et n'importe quand, ça va me faire plaisir. D'accord, merci.